pas d'alignement d'orientation et à une seule échelle. Donc dans ce cas-là, c'est équivaut à ce descripteur, comme l'a souligné Hervé, eh bien, à calculer, on va dire, des filtres orientés selon un certain nombre de directions. Donc on va discrétiser 0π en 8 directions, et sur un petit voisinage de 4 pixels. Et donc vous allez extraire, vous allez obtenir un histogramme en spatial en x et y et en orientation. Donc ce qui vous fait donc un histogramme 4 x 4 x 8. En général, ce sont les tailles de lesquelles on quantifie les espaces, ce qui vous donne un vecteur 128. Okay. Donc des variantes, il y en a plein, du SIFT. Donc ça, j'ai piqué ça, je ne sais plus dans quel papier. Mais bon, vous avez un peu les conditions d'utilisation. Donc si vous utilisez des couleurs, donc vous avez différents changements colorimétriques qui vous donnent, et la robustesse au changement colorimétrique, donc changement d'intensité, du déplacement, du changement de couleur et du changement de couleur et du déplacement. Donc tant qu'à faire, vous prenez là où il y a le plus. Et ce qui est intéressant, c'est cette planche de résultats qui compare en fait l'application des descripteurs SIFT. Alors toujours derrière, il y a du back-of-word et toute la chaîne classique de machine learning, et ou directement utiliser des descripteurs en sortie de détecteur. Ben, vous voyez que en catégorisation de scène, ça c'est sur Pascal Vogt, ben, vous n'avez pas très vous obtenez de moins bons résultats que d'utiliser d'abord la première étape de détection, puis d'extraire des descripteurs. Donc autant directement utiliser des descripteurs calculés sur une grille dense de votre image. Donc vous le voyez bien, et notamment sur du SIFT, là, vous voyez. Ça c'est en sortie avec un détecteur a priori, et là sur une grille dense, donc vous avez un bon gain. Alors ce qui est rigolo, ce sont des descripteurs un peu classiques, les moments de U, ou des patchs de RGB directement. Vous pouvez carrément extraire des petites imagettes sans descripteur. Donc vous voyez, donc il y a des moments, bon bah c'est pas encore ça. Et on voit quand même une supériorité des SIFT, et NEC plus ultra va être obtenu par une colorimétrie particulière. Ça doit être du U, voilà, ça doit être celle-ci, je ne sais plus exactement. Bon, donc ce qui est fait souvent avec les approches back-of-word, c'est également, si on utilise un classifieur en sortie, c'est d'utiliser une information spatiale. Donc le dictionnaire qui est appris, eh ben, on va aller construire localement sur différentes fenêtres l'histogramme, et donc on va aller concaténer in fine ces histogrammes pour vous augmenter le vecteur descripteur en entrée, mais du coup vous récupérez une information locale du descripteur. Donc ça, c'est effectivement, ça permet de gagner encore quelques points dans les challenges. Ok, donc c'est la même architecture d'ailleurs que j'ai utilisé, le même découpage pyramidal que j'ai utilisé. Donc, une fois qu'on a vu les deux architectures, il faut faire de la classification. Alors ça, j'irai relativement assez vite. Vous avez une base d'images, ok, des étiquettes, il n'y a pas de souci. Donc on vient de voir qu'on extrait des images, et l'ensemble image-étiquette, je l'appelle Z. Et idéalement, ce que j'aimerais, c'est récupérer l'ensemble Z de l'univers. Et évidemment, j'ai qu'une base qui est partielle, et donc je n'ai qu'une vision partielle de la base. Et donc le Z bar, ça peut être très très grand, le complémentaire de Z, ça je ne sais pas forcément. Et donc idéalement, ce que j'aimerais minimiser dans le classifieur un peu idéalement, ce que j'aimerais, c'est minimiser ce coût, qui est le coût moyen. Donc il va se présenter sous intégrale sur la densité, où on pourrait tirer des éléments sur tout Z, où je serai échantillonné dans l'absolu sur toutes les images de la Terre, enfin de la création, et j'aurai en plus un expert Dieu qui me donnerait carrément l'étiquette associée à toutes ces images de la Terre. Bon, ça évidemment c'est pas possible, et on a une fonctionnelle de coût, voilà. Mais en pratique on n'a que Z, et donc la seule chose qu'on peut éventuellement calculer, c'est sur le coût associé à la base d'apprentissage. Okay, donc les XI, c'est vraiment porte sur un nombre n, et n évidemment est tout petit devant la quantité d'images qu'il faudra. Donc idéalement, on ne sait pas la famille de classifieurs que l'on est, c'est-à-dire, ce que j'entends la famille, c'est une fonction mathématique qui permet de discriminer un peu mes éléments. Et donc il faudrait minimiser, trouver f étoile qui minimise E de f parmi toutes les fonctions.
Voilà. Mais comme on va mettre quand même un peu de mathématiques derrière, le f étoile, ben, on va mettre une fonction discriminante associée au classifieur. Ben, la fonction étoile n'appartient pas forcément à la famille de fonctions discriminantes lequel je vais utiliser dans la vie. Donc, patatrac, déjà on commence à diminuer nos hypothèses de départ, et on va choisir, donc on va essayer de maximiser E de f parmi l'ensemble des fonctions, la famille de fonctions dont je dispose. Donc, autre élément, et pas des moindres, c'est que la densité P de xy, je ne la connais pas, et donc tout ce que j'ai, c'est la base d'apprentissage. Donc ce fameux f qui appartient à la famille de fonctions mathématiques à laquelle appartient que je veux décrire la frontière, entre guillemets, et bien je vais pouvoir le minimiser, non pas sur E de f, mais sur la base d'apprentissage. Donc ça va poser problème. Donc classiquement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va minimiser, on va faire l'argmin sur l'erreur d'apprentissage sur la famille de f. Voilà. Donc si on calcule un peu les choses par rapport à l'écart terrain, c'est-à-dire le f étoile sur la famille, sur la f idéale, on va dire entre guillemets, par rapport à l'erreur que je fais sur la fonction f estimée sur la base d'apprentissage, cette erreur-là, cet écart des deux erreurs, vous pouvez les décrire comme une erreur d'approximation et une erreur d'estimation. Donc l'erreur d'approximation, en fait, elle décroît au fur et à mesure que f s'enrichit. Alors généralement, c'est entre guillemets, c'est dans l'optimisation du paramètre associé à la famille f. Mais en contrepartie, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que patatrac, souvent, et je vais en reparler tout à l'heure, c'est l'estimation, ce deuxième terme, va augmenter au fur et à mesure que la finesse de f s'affine, on va dire, et ça va poser problème. Alors, qu'est-ce qui se passe, entre guillemets? C'est que la famille f que je choisis, je viens de dire, c'est une famille mathématique, et cette famille mathématique, clairement, elle a un paramètre. Alors si c'est un hyperplan séparateur, c'est un vecteur W, comme on a déjà vu, mais ça peut être les paramètres, les réseaux de neurones, peu importe, c'est pas très gênant associé à un réseau de neurones. Et donc le but du jeu, c'est, au lieu de trouver f, si je trouve le paramètre associé à la famille f. Donc, si on optimise bien de mieux en mieux sur la base d'apprentissage le paramètre θ associé à la famille f, il n'y a pas de souci, je vais apprendre de mieux en mieux mes exemples, mais en contrepartie, sur l'ensemble de tests ou sur le z complémentaire, l'erreur au bout d'un moment elle va augmenter. Donc ça c'est le surapprentissage, c'est-à-dire que typiquement j'ai trop découpé ma frontière de séparation, donc j'ai voulu prendre un super ciseau et du coup je décris super bien mon élément de ma base, mais par contre je généralise très très mal les éléments non vus, enfin l'erreur sur les éléments non vus qui n'appartiennent pas à la base. Donc qu'est-ce qu'on a fait classiquement? Généralement, c'est que conjointement à l'optimisation du modèle, alors si c'est les réseaux de neurones ou peu importe, c'est qu'on regardait, on optimisait le paramètre et en même temps on évaluait sur un ensemble de tests. Toujours. Et hop, on s'arrêtait on a arrêté l'optimisation lorsque l'erreur de test commençait à augmenter. Donc ça, on a fait ça des années. Mais bon, certains se sont posé des questions assez intéressantes de dire, mais finalement, est-ce qu'on peut trouver une technique qui permet de dire quand est-ce que l'erreur d'apprentissage, enfin le paramètre estimé sur l'ensemble, en minimisant l'erreur d'apprentissage, converge vers la vraie erreur qui m'intéresse initialement. Donc ça, je vous invite fortement à lire les papiers de Vatnik, et c'est lié à la théorie de l'élimination d'erreurs structurelles. Mais il y a un résultat qui est assez classique, c'est celui-ci, c'est qu'on peut borner l'erreur par l'erreur empirique plus un terme ici. Bon, okay. Alors ce terme-là, vous voyez un H barré, ça s'appelle la dimension de Vatnik. Alors cette dimension de Vatnik, je vais en parler dans le slide d'après, mais vous avez également le nombre d'apprentissage. Donc la bonne nouvelle, c'est que plus vous augmentez des éléments de votre base d'apprentissage, plus ce terme-là tend vers 0, donc ça veut dire que finalement l'erreur que vous commettez, le modèle que vous apprenez en minimisant l'erreur d'apprentissage, tend vers ce terme, l'erreur théorique, si vous connaissez l'infinité des exemples. Alors, cette fameuse dimension de Vatnik, en fait, ça représente en fait le pouvoir découpant de votre classifieur. C'est-à-dire que plus vous avez une famille, vous choisissez une famille F qui permet de super bien découper vos frontières, plus il y a cette capacité, cette valeur de H a tendance à augmenter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que
c'est que cette fonction-là de coût, qui est de l'erreur de généralisation, ici, qui est homogène à un intervalle de confiance ou une erreur de généralisation, eh bien, elle va dépendre, elle décroît en fonction du nombre d'éléments de la base. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on s'y attendait. Mais par contre, la dimension, généralement, augmente en fonction de la dimension du features, des entrées que l'on a en entrée. Pardon, du vecteur que l'on a en entrée. Donc, attention, plus vous avez un vecteur en entrée de votre classifieur qui est de dimension importante, plus vous avez votre erreur de généralisation qui aura tendance à augmenter. Typiquement, par exemple, pour un hyperplan séparateur, vous avez une formule exacte de la dimension de Vapnik, qui est, si vous avez avec un hyperplan séparateur, la dimension de H, c'est D plus 1, où le D, c'est la dimension du paramètre d'entrée. Donc, ce qui veut dire qu'à très grande dimension, déjà, vous êtes capable de découper finement, on va dire, une frontière. Donc, voilà. Donc, le but du jeu, ce que présente Vapnik et SVM, c'est de minimiser la somme des deux. OK. Et je vais finir ces slides sur les SVM, sur ça. C'est que pourquoi on utilise les SVM. Eh bien, il y a un résultat qui est assez intéressant. C'est que la dimension de Vapnik, donc celle qui vous permet qui peut vous faire exploser l'erreur de généralisation, ben, vous pouvez la borner par R carré, qui est l'hypersphère qui englobe toutes vos données, sur M, où M c'est la marge. Donc conjointement, si vous trouvez un classifieur qui a la plus grande marge possible, vous minorez H bar. Donc vous minorez le deuxième terme dans l'erreur de généralisation. Donc trouver un classifieur à vaste marge a tendance à diminuer la deuxième partie de l'erreur. Alors, ce que j'ai mis ici, parce qu'il y a eu pas mal d'exposés sur le réseau de neurones, donc il y a une école assez intéressante. Là, vous avez un résultat qui date de ces travaux de Hammer chez les Allemands, qui vous donne, on va dire, le pendant du terme d'intervalle de confiance associé à un réseau de neurones. Alors, je crois que c'est les approches en revealance, en LVQ. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une marge qui est un peu différente de celle associée au SVM, mais peu importe, c'est pour ça que je l'ai indiqué par alpha. Donc, vous retrouvez au diminuteur bien le nombre d'exemples. Bonne nouvelle, donc ce terme diminue bien aussi en nombre d'exemples. Mais ce que vous retrouvez par contre au numérateur, c'est B, qui est le nombre de neurones. Alors ça veut dire que si vous voulez super bien généraliser avec un réseau de neurones, ben, vous n'avez pas trop tendance à augmenter le nombre de neurones. Voilà, c'est une évidence, mais c'est montré. Voilà, donc on a tendance à rajouter un maximum de neurones pour super bien apprendre. Attention, non, parce que vous augmentez la capacité de généralisation, l'erreur associée à la capacité de génération. Donc c'est pas forcément connu par ceux qui utilisent les réseaux de neurones. Voilà. Donc on vient de voir que les SVM, c'est le classifieur qui maximise une marge et ça tombe bien, ce qui permet de minimiser l'erreur structurelle. Et comme j'ai dit, nous on travaille avec des descripteurs qui commencent à de taille, de dimension assez importante. Et un hyperplan séparateur, finalement, moi ce que je dis, c'est que ça fait déjà un très bon boulot. Un très très bon boulot. Donc si vous travaillez avec des descripteurs de très grande taille, commencez fortement par un problème linéaire SVM. Alors pourquoi? Ça va être dans les slides d'après. Déjà parce que plus on augmente la dimension, plus c'est facile de découper dans l'espace et donc ça va être relativement simple de trouver un hyperplan, ce qui va séparer. Et en plus, on va le voir, c'est qu'il y a des versions optimisées des SVM qui sont très rapides en apprentissage. Donc je présente vite fait la formulation du SVM, donc on l'a vu plein de fois. Donc vous avez une fonction de coût ici, qui se dit match hunch, voilà, donc, et avec un terme de régulation quadratique, il n'y a pas de souci. Ce problème-là peut être écrit avec les contraintes sous cette forme-là. Et souvent, on passe de la forme primale à la forme duale en faisant intervenir les multiplicateurs de Lagrange, où on voit apparaître les contraintes sur les multiplicateurs de Lagrange sous cette forme-là. Alors pourquoi on a au début tous les solvers qu'on utilise dans les SVM, c'est du libSVM, et libSVM optimise cette forme-là. Alors pourquoi? Ben parce que l'extension non linéaire est relativement simple au travers du kernel trick, ça c'est très très simple, donc il suffit de changer ce produit scalaire en mettant le noyau ici, c'est fini. Et aussi, c'est que les contraintes
qui étaient un peu plus complexes ici dans la forme primale, se retrouvent sous une formation plus simple sur la forme duale. Donc c'est pour ça que les premiers packages de SVM se basaient sur la minimalisation de la forme duale. Alors, Vapnik l'a fait dans ses premiers papiers, je crois 83-84. Le premier solver qui consiste sur la forme duale, à optimiser tous les multiplicateurs de Lagrange, c'est un algo de O de N3. Donc pour les grandes bases, vous laissez tomber. Et vraiment, qui a fait l'explosion des SVM, du package libSVM, c'est la technique du SMO, Sequential Minimization Optimization, qui consiste, pour casser un peu la combinatoire d'optimisation des multiplicateurs de Lagrange, de travailler par paire. Ok, vous travaillez des paires de multiplicateurs et vous les optimisez de façon séquentielle. Et ça permet de gagner un OD de N2 en apprentissage dans le pire cas. Donc, ce qui permet de travailler avec des bases un peu plus importantes, ok, mais vous êtes quand même quadratique en nombre d'exemples. Ça veut dire que pour plusieurs milliers d'exemples, ces solvers-là vous demandent des temps d'apprentissage de plusieurs jours, plusieurs semaines, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui pose problème quand même à des travails de grande échelle ou à très grande échelle. Et surtout, si on prend ce petit exemple, souvent, lorsque vous entraînez 10 000 exemples, bon, vous arrivez à apprendre en 1 heure un modèle, vous calculez l'erreur sur l'ensemble de tests, vous avez 2,3, vous rajoutez 1 million d'exemples, donc 10 fois plus, ou 100 fois plus, pardon, et vous avez une semaine d'apprentissage et vous avez quasiment rien gagné en performance. Donc vous avez perdu beaucoup de temps, faire chauffer du CPU pour rien, tuer des petites baleines strictement pour rien. Donc l'idée c'est de dire mais comment je peux faire pour accélérer l'apprentissage pour des SVM linéaires et donc l'idée c'est d'aller approcher cette fonction Fn en introduisant un nouveau terme d'erreur. Donc pour les problèmes grandes échelles, alors ce que j'appelle grandes échelles, c'est quand vraiment le paramètre important, c'est le temps. Vraiment, c'est ça. Donc pour les problèmes grandes échelles, ben, l'idée c'est de dire, je ne vais pas optimiser f, qui est pour nous un hyperplan séparateur au pile poil, je vais trouver f tel que l'erreur associée à cette f chez tilde, ça soit augmenté d'un paramètre approché à un terme ρ près. Donc du coup, comme on ne cherche pas à minimiser exactement l'erreur précise mais à un ρ près, ça permet de diminuer la vitesse de convergence, d'arrêter la convergence bien avant. Donc si on reprend un peu les mêmes calculs que on a vu précédemment, ça rajoute un troisième terme ici, associé à l'optimisation. Et le temps d'apprentissage de ces algos-là, avec cette approximation, dépendent de la famille f, du nombre d'éléments de la base d'apprentissage, et maintenant de ce terme ρ d'approximation. Donc ce terme t va dépendre de chaque algo d'optimisation. Donc si on travaille dans une famille d'hyperplans séparateurs, donc f, ça va être paramétré par un vecteur w. Je cite que deux solvers qui sont très utilisés dans la communauté maintenant, qui est Pegasos, donc qui s'appuie sur une optimisation, une descente de gradient stochastique, donc qui ne visite pas tous les éléments de la base d'apprentissage. On vient en piocher certains noms. Donc on a une descente de gradient stochastique aussi également avec des projections de gradient stochastique. Donc c'est une combinaison des deux. Et un package qui est du même auteur que libSVM, qui s'appelle libLinear, qui est vraiment adapté pour les grandes échelles, donc qui s'appuie sur une descente de gradient coordonné. Alors, tout ce que je peux vous dire, pour pas rentrer dans les détails, c'est que Pegasos, il a des temps d'apprentissage qui est indépendant du nombre d'exemples de la base d'apprentissage. Alors ça, c'est très fort. Ça veut dire que vous pouvez rajouter de 10 000 ou à 1 million d'exemples, vous ne serez pas plus lent, hein, vous convergez. Okay. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, il converge en étant indépendant du nombre d'exemples. Excuse-moi, mais il y a quand même une constante quand même. Oui, il y a des constantes. Oui, il y a des constantes, mais qui ne dépendent pas du nombre d'exemples. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Donc, il est indépendant du nombre d'exemples, ça c'est sa force. Donc si vous avez vraiment beaucoup d'éléments dans votre base, utilisez Pegasos. Il est quand même proportionnel au nombre d'exemples. Non. Au bout d'un moment, il est indépendant. Il est homogène à la dimension. Et plus d'exemples que le nombre d'atomes de l'univers, il n'y a
pas de problème quand même. Non, parce que tu vas arrêter la convergence avant. En fait, ça dépend. Parce que tu vas pas tous les regarder si on a beaucoup. Voilà, tu les regardes. Ce que je viens de dire, c'est une descente de gradient stochastique. Donc tu vas simplement piocher quelques éléments parmi cette énorme quantité des éléments pour mettre à jour ici le paramètre W. Donc ça dépend simplement, on va dire, de la dimension du features, mais également de l'approximation que l'on veut faire. Alors, il est indépendant du nombre d'exemples, il converge lentement, je veux dire lentement par rapport à l'autre package. Voilà. Et la nouveauté, enfin je sais pas si tout le monde le sait, ça peut être aussi étendu au noyau non linéaire en utilisant le théorème du représentant. Et juste un commentaire en fait sur pour relayer cette histoire de nombre d'exemples. Le ρ optimal qui donnera la meilleure erreur d'approximation, lui il va dépendre du nombre d'exemples. Si on a beaucoup d'exemples, on voudra un ρ qui est petit. Voilà, ça et en fait donc le n est un peu caché à l'intérieur quand même. Ouais, d'accord. Pour faire résumer, effectivement. Donc vous avez un autre package qui lui qui s'appuie sur cette descente duale. Donc lui maintenant est linéaire en nombre d'exemples. Je rappelle, le SMO était au carré. Hein. Donc maintenant on est linéaire en nombre d'exemples. Donc on a eu un sacré gain. Ok, on a un sacré gain dans l'apprentissage. Donc il fait toujours apparaître le facteur d'approximation. Alors, l'avantage de LibLinear, c'est qu'on converge plus vite que Pegasos, okay, mais par contre il est dépendant du nombre d'exemples, et il a généralement il offre de meilleures performances que Pegasos. Donc mon conseil, si vous avez vraiment beaucoup d'exemples, basculez, donc plusieurs milliers, centaines de milliers, basculez sur Pegasos, sinon utilisez LibLinear. Alors, bon, vous avez les détails des algos. Bon, ouais, il y a une projection de descente de gradient stochastique et une projection. Je ne rentre pas dans les détails. Vous avez comment est fait LibLinear. Et j'ai rajouté ce slide-là qui vous donne un peu toutes les techniques de large scale SVM, donc qui trouve un hyperplan séparateur, avec la type de fonction. Alors, si vous pouvez kerneliser ou non. Donc, vous avez ceux qui sont spécialisés en linéaire, où il y a possibilité de kernalisation. Ok, sur quel fonctionnel, sur la forme primale ou duale, etc. Si les approches en ligne, donc descente de gradient stochastique ou un peu batch, et vous avez les temps moyens en worst case d'apprentissage. Voilà. Alors, je vais terminer cette présentation. C'est que je vous ai dit, normalement, à grande dimension, les descripteurs que l'on a avec les pyramides spatiales, un simple hyperplan séparateur suffit. D'accord. Mais souvent, enfin des fois, il se peut qu'en utilisant un noyau bien adapté, vous obteniez des meilleurs résultats, ce qui est un peu classique. Et en vision, comme vous travaillez, vous manipulez généralement des densités de probabilité, des histogrammes, ou voilà. Il y a des noyaux qui sont particulièrement utilisés, c'est des noyaux d'intersection d'histogrammes, des noyaux de Ki2, enfin des combinaisons de cela, d'exponentielles Ki2, voilà. Et ceux-là, ces noyaux, effectivement, ils vous permettent souvent d'améliorer les performances de vos classifieurs. Donc, mais si j'utilise ces noyaux-là, les temps d'apprentissage, on l'a vu avec le SMO, c'est quadratique. Donc, je ne peux pas utiliser mes super solvers que je vous ai présentés avant. Sauf que, ce qu'a déjà évoqué Hervé Gégou, il y a des techniques d'approximation de noyaux, on va dire, enfin, de projection, qui permettent d'approcher au travers de feature map n'importe quel noyau homogène additif. Donc typiquement ceux qu'on utilise en vision. Donc ça tombe bien. Donc et du coup, ces approximations de noyaux avec ces méthodes-là, du coup une fois que vous l'avez, vous utilisez vos solvers linéaires. Alors c'est ça l'avantage. Donc vous avez vos entrées, vos features qui sont des occurrences, vos histogrammes. Vous utilisez ces méthodes-là d'approximation de noyaux du type Ki2 ou intersection d'histogrammes, et in fine, vous donnez ça à manger sur vos classifieurs linéaires SVM. Donc, l'idée c'est de dire que tout noyau additif peut être approché par cette somme-là, donc un noyau avec B éléments, de noyaux homogènes ici. Donc voici la définition d'un noyau homogène, donc au travers de la constante C. Ok. Je vais assez vite parce que on n'a plus le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que ces noyaux homogènes peuvent être approchés par cette feature map ici, phi, par un produit quadratique. Et le but du jeu, c'est que vous pouvez, excusez-moi,
ces noyaux K homogènes peuvent être approchés au travers de ces feature fonctionnels phi de X. Et un produit quadratique que vous intégrez vous permet de récupérer la valeur du noyau adéquate. Donc pour les formes additives, vous avez des expressions analytiques de ces formes-là. Donc pour le Ki2, l'intersection d'histogramme, vous avez vraiment une formule analytique. Donc ça, c'est intéressant. Et le but du jeu, après de ce qu'a présenté les travaux de, ça c'est les travaux de Vivaldi et de Zimmermann à Oxford, c'est que une fois qu'on a les expressions de ces noyaux analytiques, ben on va les échantillonner, okay, pour approcher vos données. Donc il va échantillonner ces fonctionnels-là, donc à différents pas. Alors je vais assez vite. Et donc du coup, on va pouvoir approcher et projeter mes données là-dessus. Et donc je vais vous montrer à quel point c'est intéressant d'utiliser. Donc vous avez sur Caltech, qui est une base assez connue, donc vous avez un noyau linéaire, donc un temps d'apprentissage, vous avez un taux de reconnaissance de 49%, donc qui est moyen, mais par contre le temps d'apprentissage c'est du 29 secondes par exemple. Okay. Donc vous avez un score moyen mais un apprentissage rapide, et dès que vous voyez en calcul exact avec des noyaux typiquement utilisés en vision, donc du Ki2 par exemple, vous arrivez à des taux de reconnaissance de 64%, par contre vous avez grandement augmenté la vitesse d'apprentissage. Or en utilisant ces techniques que j'ai présentées là, d'approximation du noyau, vous voyez que vous avez quasiment à un ordre 1 les mêmes performances qu'un Ki2, 64,2 par rapport à 62, comparé à 49 de départ, okay, mais avec des temps d'apprentissage qui est vraiment homogène à celui utilisé par un classifieur SVM linéaire. Donc ces approches-là sont vraiment très intéressantes. Il y a combien de données en ensemble? Alors combien de combien il y a, je sais pas, c'est Caltech, il y a, je sais pas si quelqu'un qui a une idée, il y a 100 topics. Donc il doit y avoir une centaine de, je sais pas, peut-être 100 images par topic. De toute façon, la méthode est indépendante du nombre d'exemples. Oui, non, enfin, pour obtenir. Enfin, si c'est du linéaire. Oui, il y a uniquement, je veux dire, la partie intéressante, celle qui permet de passer de noyau non linéaire à. Ah oui, c'est instantané, hein, c'est vraiment instantané. Hein. Donc moi, c'est le surcoût de calcul. Pour passer des descripteurs à ces noyaux approchés, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc ça c'est intéressant. Et du coup, vous pouvez apprendre des modèles à des vitesses assez intéressantes. Donc, alors je vais terminer par l'application qui nous a intéressés. Donc je vais revenir sur les descripteurs. Donc on a utilisé un certain nombre de descripteurs là, les histographes d'orientation, les LBP. Donc vous avez les paramètres de la pyramide, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et vous avez différents critères. Alors le taux d'erreur, le critère utilisé pour le challenge, qui met une pénalisation sur les exemples mal classés. Et puis vous avez l'air sous la courbe, donc j'aurais pu utiliser du MAP, bon c'est pas le cas. Et ce qui est intéressant ici, dans ces résultats, c'est que ici PL-SGD, vous pouvez le voir comme l'application des feature maps plus un lib linéaire. Okay. Donc vous voyez que par exemple sur un features qui donnait avec un simple SVM de base 0,3 de taux d'erreur, en utilisant ces feature maps, vous tombez à 0,2 de taux d'erreur. Okay. Et ça, vous avez ces mêmes gains quel que soit le descripteur, donc ici avec les LBP, donc vous voyez c'est lui qui gagne dans ce cas présent, donc du 0,2 je tombe à 0,15, etc. Donc vous avez les courbes, c'est vrai j'aurais pu zoomer sur une zone, voilà. Et je vais terminer là, parce qu'après il faut s'arrêter, je vais juste terminer éventuellement par une petite démo, parce que si j'ai encore 2 minutes. Ah. Je ne suis pas dans le bon répertoire à tous les coups. Alors, bon. Non,
celui-ci. Bon, ben alors j'ai loupé ma démo. Je n'ai pas pris le bon disque dur. Ah non, c'est celui-ci. Donc normalement vous allez voir une petite animation. Donc là il va aller, vous allez voir un robot qui se déplace sur les images de test et vous allez voir les prédictions de localisation du robot. Donc là il va évaluer toutes les images de la base et c'est pas très long. Et vous allez voir, ça va prendre 10 secondes, 15 secondes. Et vous allez voir un petit film d'animation qui vous montre un peu la poursuite, la localisation de chacune des pièces du robot. Donc il utilise toute l'architecture que je viens de décrire, des descripteurs LBP, du DanSift et en bag of word, augmenté, on va dire, approché avec on approche un noyau d'intersection d'histogramme avec la méthode que je vous ai présentée et appris avec un lib linéaire. Donc voilà.